un des trucs pour être heureux dans la vie, c'est de s'entourer de beau. Enfin, je sais pas, moi je suis hyper sensible à ça. Clairement. Et je pense que tous les êtres humains sont sensibles à ça. Et t'as pas besoin d'être un milliardaire pour t'entourer de beau. Tu vois, le beau, il se trouve dans une table, dans une fourchette, dans un bol, dans une céramique, dans un bouquet de fleurs. Et il se trouve aussi dans le vêtement. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode ? Le podcast qui vous invite dans de multiples discussions autour de cette unique question, qu'est-ce que la mode ? Je m'appelle Elsie Pommier, je suis designer de l'individu. J'accompagne les professionnels à travailler l'habillement comme un support d'expression et de communication. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors nous nous retrouvons chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous à l'émission et rejoignez celles et ceux qui soutiennent la production de ce podcast sur patreon.com/qu'est-ce que la mode. Habillé, habilleur, bonne écoute. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode, bienvenue Adrien. Merci. Adrien Garcia, donc les auditeurs vont sûrement reconnaître ta voix. Ouais. Tu es le fondateur de Entreprendre dans la mode, qui est le podcast, un des premiers podcasts de la thématique mode. Et puis, tu es le cofondateur de Réunis. Ouais, exactement. Et tu nous accueilles chez toi, Ouais. dans les bureaux aussi de Réunis. C'est la maison, c'est les studios, c'est l'atelier, Ouais. Et c'est là qu'est né Réunis en tout cas. On est à côté des prototypes. Ouais, il y a des toiles, des protos, il y a notre chien, il y a des livraisons de produits, il y a plein de cartons. Là, tu vois que la partie immergée parce que si tu vas à côté dans la chambre, c'est plein de cartons, il y a partout, etc. Mais on cherche à déménager parce que on en a marre de vivre, de vivre et de dormir au milieu des cartons. Ouais. Quoi. Et au milieu du travail un peu aussi. Après notre travail c'est notre passion, mais c'est vrai qu'on coupe jamais quoi. Finalement on se lève, on se met à table et on travaille direct quoi. Il n'y a jamais de coupure entre le pro et le perso. Mais voilà, ce que je disais c'est qu'on a la chance de faire un métier passion qui nous fait rêver et qui nous faisait rêver en tout cas et on vit le rêve. Mais c'est vrai qu'à un moment donné pour pouvoir durer dans le temps, il faut réussir à faire la part des choses. Tu parlais de rêve, de passion, et il y a un grand mot qui nous réunit, justement, c'est le mot mode. Ouais. Comment est-ce que tu définis aujourd'hui la mode ? Comment tu définirais ce terme ? Pour moi, la mode, c'est l'air du temps en fait. J'imagine la mode, c'est l'air du temps. C'est comment les gens s'habillent, comment les gens font un mix and match de ce qu'ils ont dans leur penderie, etc. Et c'est l'air du temps qu'il y a dans la rue. Pour moi, c'est ça la mode. Il n'y a pas une mode, il y a plein de modes et chacun peut interpréter la mode comme il l'entend, comme il le veut. Je pense qu'aujourd'hui, il y a les dictates de la mode, de l'industrie de la mode, etc. Ouais. Et des magazines de mode, des influenceuses, de Instagram, etc. Mais après, je pense que chacun, à son niveau, a sa propre vision de sa mode, a sa propre mode. Et je trouve ça assez cool que chacun ne regarde pas trop ce qui se passe à gauche, à droite. Après, nous, on a une marque de mode. Moi, j'ai un podcast dans la mode. Alors, le podcast, il parle pas de mode. Enfin, il parle de mode, bien sûr, parce qu'on parle d'industrie, mais on parle plutôt de comment créer une marque de mode, comment on fait une image de mode, etc. C'est très orienté business, comment on fait une activité dans la mode. Je pense qu'il y a la mode dictée par les magazines, les marques, etc. Et puis il y a aussi sa propre mode et l'air du temps, la mode de la rue, quoi. Et est-ce que tu avais cette vision-là quand tu as commencé à t'impliquer dans ce secteur ? Alors moi j'ai une histoire un peu particulière parce que j'ai pas commencé mon activité, ma carrière professionnelle dans la mode. J'étais d'abord, j'ai fait une école hôtelière, j'ai fait une école de commerce ensuite. J'ai travaillé dans la food plutôt, pour Alain Ducasse, et puis ensuite pour Prêt à manger, où j'ai participé à l'ouverture de Prêt à manger en France. Et la mode est arrivée sur le tard, où c'est une reconversion en fait. Je suis retourné en école de mode
à l'âge de 27 ans. Et c'est vrai que mon point de vue à l'époque, pour moi, la mode, c'était Nicolas Ghesquière, c'était Hedi Slimane, c'était les magazines de mode. Et pour moi, la mode, finalement, c'était... En fait, le vêtement, c'était assez secondaire. Je trouve que ce qui est intéressant dans la mode, c'est que c'est une espèce de mix and match de plein d'autres choses. Quand tu ouvres un magazine de mode, finalement, bien sûr qu'il y a des vêtements, bien sûr qu'il y a des images de mode, mais il y a aussi, dans les magazines féminins, quand tu ouvres le Vogue, par exemple, tu as les séries mode, etc. On parle de marque de mode, il y a des interviews de designers, mais tu as aussi beaucoup de lifestyle, de food, tu as les dernières expos, l'architecture, etc. Et finalement, la mode est un peu une synthèse de cet art de vivre. Et une des raisons pour laquelle je suis venu dans la mode, c'était pour ça. C'était que moi, je suis un garçon très curieux, j'aime tout. J'aime autant la food que le design, que l'architecture, que le voyage, etc. Et j'ai le sentiment que la mode réunit tout ça. Et finalement, c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'appelle Réunis. C'est qu'à un moment donné, ce qu'on aime dans la mode et ce qu'on a voulu faire aussi avec la marque, c'est réunir tout ce qu'on aime dans la vie. Et qu'est-ce qu'on aime dans la vie ? On aime manger, on aime partager, on aime l'art, on aime le design, on aime voyager, etc. Et pour moi, finalement, la mode, c'est peut-être ça, quoi. Ouais, c'est se réunir, en fait. C'est ce qui réunit aussi. Exactement. Là, tu le soulignes, et puis tu l'as confirmé aussi avec ta ligne éditoriale du podcast qui a évolué aussi. Ouais, qui shift un peu, Ouais, dans le sens où avant, c'était vraiment que des acteurs du secteur mode. Et puis là, donc, tu vas rencontrer des gens qui sont dans l'archi, des personnes qui sont aussi plasticiens et tout ça. Et donc là, on voit qu'en fait, c'est une expression graphique qui touche tout notre quotidien, en fait. Ouais, exactement. Mais je me rappelle, quand j'étais en école de mode, je posais souvent cette question à mes profs, et vraiment, les réponses n'étaient pas très satisfaisantes. Mais je pense que peut-être ma directrice Marie Ruki du Studio Berceau, elle disait ça, la mode, c'est l'air du temps. Et c'est difficilement palpable, en fait. Pourquoi est-ce que... moi, ce qui est marrant, et chaque année, tu vois, on le voit, c'est que le jean, par exemple, le jean, c'est vraiment l'incarnation de l'ère du temps. C'est que en ce moment, tu vois que c'est le bootcut qui revient à fond la caisse. Avant, c'était les wide leg. Avant, c'était le skinny qui était très près, ultra skinny, le taille haute, le taille basse, etc. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, cette forme-là est à la mode ? C'est un peu impalpable, tu vois. Et alors, je me rappelle, à l'école de mode, ils disaient toujours, finalement, ce qui donne le ton, c'est les défilés. Parce que c'est une vision, c'est la vision d'un directeur artistique, d'une maison, une envie d'une nouvelle silhouette qui vient en rupture avec ce qui se passe actuellement, qui fait qu'on crée une nouvelle mode, tu vois. Et c'est peut-être ça la mode aussi. Il y a pas mal de définitions à la mode, c'est pas évident. Parce qu'en même temps, quand tu parlais du jean, tu donnais cet exemple, il y a des modulations, on va dire, mais il y a une constante en même temps. C'est ça qui est... Le jean est toujours là. C'est toujours un archétype. Ouais. Ça reste un archétype avec sa fermeture à glissière, son J-stitch, ses poches typiques du jean, ses passants, la poche ticket, la poche plaquée derrière, etc. avec son dessin bien particulier. C'est vrai que le jean, il est toujours là, mais il est réinterprété avec des formes différentes en fonction des années et des styles et des styles et des morphologies. Ouais. Et puis des circonstances aussi qui nous entourent, qui fait que ça nous touche un peu plus. Ça me fait penser justement à votre processus de création. Cet air du temps, comment vous le gérez entre air du temps, tendance et en même temps intemporel, ce que vous vous présentez aussi comme des basiques. With a twist. Exactement. En fait, c'est vrai que ça, c'est une question qu'on nous pose souvent, parce qu'à un moment donné, juste peut-être pour réexpliquer à tes auditeurs comment on fonctionne, c'est que à chaque fois qu'on crée un nouveau produit, on part du brief de nos clientes. Et ce brief de nos clientes, on le récolte au travers de questionnaires. Et les questions qu'on pose dans ce questionnaire, c'est qu'est-ce que vous voulez dans le produit réuni ? Qu'est-ce qui ne va pas avec, par exemple, prenons le cas du jean. Qu'est-ce qui ne va pas avec votre jean habituellement ?
quels sont les problèmes auxquels les autres marques n'ont pas réussi à répondre. C'est quoi le prix? C'est quoi la matière? Où est-ce qu'il faut qu'on le fabrique? Est-ce qu'on met de l'élastane ou pas dedans? Etc. Et donc on prend le brief de nos clientes. Une fois qu'on a pris ce brief-là, on réfléchit de notre côté, on potasse, on se fait des mood boards, on va acheter des vintage dans les friperies et on essaye de construire le produit qui répond aux problèmes de nos clientes, mais qui répond aussi à notre ADN et à notre envie créative. Parce qu'on est avant tout, nous, des designers, Alice et moi, la cofondatrice et la DA de la marque. On aime la mode, on a envie de créer une silhouette, la silhouette réunie. Et donc, on essaie d'insuffler beaucoup de créativité dans chacun des produits qu'on fait. Donc, oui, on répond à nos clientes, mais il faut que ce soit un produit qui ait de la gueule, qui soit tu vois, par exemple, on a la bottine sous les yeux. On a envie que cette bottine, elle soit... on parle de bottines racées, tu vois, qui ont du chien, qui ont une ligne qui soit forte. Une identité. Tu vois. Et cette identité, elle passe par un volume, par des détails, par des petites choses qui font qu'elle a de la personnalité. Et c'est vrai que souvent, on pourrait se dire, ok, en fait, prendre l'avis de tout le monde, tu fais un truc qui est un peu faible et pas très intéressant. Nous, notre parti pris, c'est de dire, ok, on écoute nos clientes, mais aussi on écoute nos tripes. Et on y met du chien dans nos produits. Ouais, du caractère. Du caractère, exactement. Et je pense qu'on n'y arrive pas trop mal parce que finalement, tu vois, en ce moment, on est en train il y a la précommande de la chemise. C'est une chemise qui est relativement basique, qui respecte les codes de l'archétype de la chemise, qui respecte les codes du tailoring. Donc c'est vraiment un archétype de chemise, mais on lui a apporté un twist avec une patte de boutonnage bien spécifique qui fait écho à un artiste qu'on aime beaucoup qui s'appelle Lucio Fontana, tu sais, c'est toile lacérée, etc. Et donc on a créé une espèce de patte qui fait écho à cette œuvre d'art-là. Tu vois, par exemple, on a travaillé aussi sur un motif de la chemise, des rayures qui font écho à une artiste qu'on aime beaucoup qui s'appelle Agnès Martin, qui travaille sur ces lignes très, très subtiles, très sensibles, etc. Et donc on y apporte, on y insuffle de la personnalité dans nos produits. Parce que, encore une fois, on aime la mode et on ne veut pas faire des produits qui soient un peu fadasses, quoi. Ouais. Mais c'est ça qui est parfois problématique dans la mode engagée, parce que vous êtes aussi très engagé, on va pouvoir en parler aussi. Mais souvent, on dit, c'est des marques qui présentent des basiques. Et maintenant, ce mot basique, avant, il était rassurant dans ce nouveau mouvement, ce nouveau, enfin, comment dire, cette reprise de allez, faut qu'on change là dans notre industrie. Et donc c'était rassurant le mot basique en disant on va prendre l'essentiel et tout, mais maintenant il commence à être un peu fatigant en dénigré, disant vous êtes un peu, c'est pas très excitant, quoi. Ouais, voilà. L'énième pull parfait, l'énième t-shirt fou. Ouais, voilà, l'énième essentiel et basket blanche, voilà. Et justement, je me demandais comment vous alliez donner ce caractère, parce que oui, c'est des basiques, comme la chemise et tout ça, mais comme tu l'as dit, vous prenez l'archétype, et en fait, après, c'est les influences, là, tu as donné des plasticiens, des peintres et tout ça qui viennent revisiter, en fait, ces archétypes. Donc, on retrouve la création, la créativité. En fait, il y a un moment donné, il ne faut pas oublier à quoi ça sert le vêtement, la mode. Je pense que nous, on y attache beaucoup d'importance parce que bien sûr, on est des designers, on aime le produit, on aime la mode, etc. Mais à un moment donné, quand tu t'habilles le matin, tu as envie d'un truc qui te rende belle, où tu te sens bien, où tu as un plaisir à l'enfiler, tu vois. On parle souvent du craquant d'une popeline, la fraîcheur d'une popeline, l'enveloppant d'un long manteau d'hiver. Et cette sensation de porter le vêtement, du look que tu vas avoir, il va avoir un impact sur ton état d'esprit. Et à un moment donné, je pense que pour un des trucs pour être heureux dans la vie, c'est de s'entourer de beau. Enfin, je sais pas, moi, je suis hyper sensible à ça. Clairement. Et je pense que tous les êtres humains sont sensibles à ça. Et tu n'as pas besoin d'être un milliardaire pour t'entourer de beau. Tu vois, le beau, il se trouve dans une table, dans une fourchette, dans un bol, dans une céramique, dans un bouquet de fleurs. Et il se trouve aussi dans le vêtement.
à un moment donné, quand tu t'habilles, ben, tu te fais plaisir, tu vois. Et je pense que la mode, elle est là pour que les gens se fassent plaisir. Et c'est souvent ça que je reproche aux marques responsables, c'est qu'elles ont oublié cette dimension plaisir. Et à un moment donné, quand je m'habille, je me fais plaisir. Et alors après, le problème, c'est pas la mode, le problème, c'est H&M, le problème, c'est Zara, le problème, c'est même ces maisons de luxe qui font 1 milliard de collections parce que plus tu proposes des produits, plus tu vends. C'est mathématique. À un moment donné, plus tu changes de vitrine, plus tu proposes des produits, plus tu vends. Et à un moment donné, c'est ça le problème. Nous, aujourd'hui, avec Réunis, on se dit, on n'a pas besoin d'avoir 60 000 vêtements dans ton placard. Ouais. À un moment donné, il suffit de quelques produits bien pensés, qui vont bien et qui te font plaisir et qui sont bien fabriqués dans des bonnes conditions et en précommande, parce qu'au moins, tu évites de surproduire et de mettre trop de produits sur le marché. Donc voilà, je ne sais plus pourquoi on est arrivé à ça. Mais dans le processus de création. Ouais. Et en même temps, en fonctionnant comme ça aussi, ça me fait penser aussi au système de la seconde main et de la fripe. C'est que la créativité, elle revient aussi à l'utilisateur, à celui qui va choisir. C'est que tu as une belle pièce, tu as quelque chose qui t'a choisi, qui t'a marqué. T'es tombé dessus. Alors en fripe, tu vas fouiner, tout ça. Là, c'est une approche un peu différente, puisque c'est de la rareté aussi, c'est une précommande. Enfin, vous n'avez pas 36 000 produits, 36 000 références à chaque sortie, c'est un produit. Et du coup, ce choix fait que, en tant qu'utilisateur, tu vas le penser avec tout le reste de ta garde-robe et tu vas être aussi beaucoup plus créatif dans les associations, parce que tu ne vas pas acheter 36 000 chemises, tu vas en avoir une, mais tu vas peut-être t'amuser à la porter différemment et tout ça. Et donc, c'est agréable aussi de se dire, la créativité, elle est partagée aussi avec l'utilisateur. Avec le consommateur, l'utilisateur, le client, bien sûr. À un moment donné, je pense que c'est le devoir aussi des clientes de s'amuser, de tester, de s'approprier les choses et de faire du stylisme sur soi-même, quoi. À un moment donné, on aime beaucoup, nous, cette idée avec chacun des vêtements qu'on fait, d'avoir une versatilité dans la façon de porter le produit. On aime bien que les gens s'approprient et nous, justement, dans le stylisme de nos shootings, on essaye de montrer comment porter le produit. La chemise, tu peux la porter ouverte par-dessus un t-shirt, tu peux la porter fermée jusqu'en haut, tu peux la porter sous un pull, tu peux la porter sur un petit gilet, tu peux la mettre avec une jupe, avec un pantalon, etc. Et en fait, un même produit, tu te rends compte que tu peux l'exploiter à l'infini. Quoi. Ouais. Comme je disais avec Alice, vous êtes designer, vous vous êtes entouré et aussi d'artisans, puisque comme c'est des produits réfléchis, construits. Et quel est ton rapport justement à l'artisanat, à ce savoir-faire ce que je dis peut-être pour finir, c'est qu'à un moment donné, ce que j'aimais bien dire pendant longtemps, c'était que chaque produit réuni, c'est le fruit de l'intelligence collective de plein de personnes. En fait, tu as nos clientes, bien sûr, tu as notre vision créative, Alice et moi, de dire ok, on a envie de ça. À chaque fois, on collabore avec un designer qui est spécialiste du produit. Parce que pour faire un bon produit, il faut beaucoup d'expérience, il faut avoir un réseau, il faut avoir fait beaucoup de chemises pour arriver à la bonne chemise, tu vois. Et donc, on se fait accompagner à chaque fois par un designer, par notre modéliste aussi, Mickaël, qui nous accompagne. Et il y a aussi de l'intelligence de nos artisans, de nos fabricants. C'est qu'à un moment donné, eux, mieux que personne, sont capables de te dire, ok, si tu veux faire une bonne chemise qui fonctionne bien, qui va durer longtemps, etc., il faut que tu le fasses comme ça. Et donc, en fait, c'est l'accumulation de plein d'envies et de compétences et de savoir-faire qui font que tu as abouti à un bon produit. Et donc, oui, bien sûr, l'artisanat, c'est clé chez Réunis et on le respecte beaucoup. C'est dur de trouver des artisans qui sont très forts parce que malheureusement, l'artisanat, le savoir-faire, c'est quoi le savoir-faire ? Le savoir-faire, c'est un truc qui est assez impalpable, c'est un truc qui se transmet de génération en génération, c'est un truc qui s'apprend sur des dizaines d'années. Et malheureusement, on parle souvent du Made in France. En France, on a perdu beaucoup de savoir-faire. Et alors heureusement, dans certains pays européens, comme l'Italie, sur la chaussure, sur le sac à main, etc., il y a certains pays qui ont lutté et qui ont vraiment réussi à conserver ces savoir-faire. Mais malheureusement, en France, on se rend compte qu'il y a beaucoup de savoir-faire qui ont disparu. Et encore aujourd'hui, tu vois, on a envie de faire des choses qu'on trouve dans des vêtements vintage.
quand on le montre à nos fabricants, est-ce qu'on peut faire la même chose? Ils ne savent plus le faire. Ben ouais, techniquement, c'est... Et tu te dis, mais what? Ouais, on a perdu. C'est quoi cette histoire? Et après, ils te disent, ça, on peut le faire en Chine, par contre. Hmm. Et là, tu te dis, mais c'est dingue, quoi. On sait plus... En Europe, il y a des choses qu'on ne sait plus faire. Ouais, il y a des intelligences qui se sont perdues, en fait. C'est pas seulement un savoir-faire technique. Mais il y a des outils aussi qui ont disparu. Exactement. En fait, tout le parc industriel. C'est bien le drame de notre époque, de notre pays aussi, et même de l'Europe, c'est que quand les fabricants ont délocalisé à cause de la grande distribution qui a pressé le citron de tous ces fabricants, à un moment donné, les appareils industriels ont été rachetés, ont été détruits, ils sont partis loin. Tu vois, c'est toujours pareil, je ne sais pas si tu as déjà visité une filature où c'est des trucs énormes. C'est impressionnant. C'est des machines qui coûtent des millions et des millions. Donc, rapatrier ça en France, à un moment donné, à part si tu es un fou furieux, à un moment donné, c'est très compliqué de ramener ça en France ou en Europe. Donc, malheureusement, et puis les machines, ça ne fait pas tout. C'est qu'à un moment donné, il faut avoir le savoir-faire. Et puis, il faut l'entretenir aussi. Après, il y a les mécaniciens qui connaissent aussi. Il faut trouver la personne qui a travaillé sur ces machines-là il y a 30 ans en arrière, etc. et qui va vouloir rebosser, etc., former la nouvelle génération. Mais bon, en 30 ans, tu as le temps de perdre le savoir-faire aussi. Tu vois. Donc, il y a une espèce de... Moi, je suis un peu frustré par rapport à ça. C'est qu'à un moment donné, je ne vois pas comment on peut récupérer ces savoir-faire, quoi. Enfin, voilà, je veux dire, une filature, il y a deux, trois survivants ou deux, trois Gaulois qui essayent de se battre, etc. Mais même pour eux, c'est difficile. C'est des vrais choix de travailler avec des artisans français, parce que franchement, ils n'ont pas forcément le savoir-faire. Les tissus, ils ne sont pas aussi cool que tu peux les avoir dans d'autres coins. Le sens du service, il n'est pas toujours là. La tenue des délais, il n'est pas toujours là. Et en fait, tu te rends compte que, ok, c'est un vrai acte militant en fait. Et tu te mets presque en danger pour faire du business, tu vois. Et malheureusement, c'est pas si simple, quoi. C'est aussi ça, donc la mode responsable. C'est pas seulement prôner des jolies valeurs et tout ça, c'est aussi en interne, donc avec toute votre filière et toute votre chaîne de valeurs. Merci pour ce parcours-là. Ce témoignage. Ce témoignage, et parce qu'on ne s'en rend pas compte. Et c'est sans transition, mais pour revenir sur la genèse en fait un peu de tout ça et de Réumi, et tu as commencé en fait à questionner aussi la mode. Un peu, moi je dis qu'est-ce que la mode, mais toi tu as posé comment entreprendre dans la mode. Qu'est-ce qui t'a initié à questionner Qu'est-ce qui t'a poussé à initier? Donc moi j'ai fait une reconversion professionnelle, donc à 27 ans je retourne à l'école de mode, etc. Et quand je fais ce métier, quand je fais cette transition, je me dis je vais devenir, mon rêve c'est de devenir directeur artistique d'une grande maison. Donc tu vois, mes héros c'était Nicolas Ghesquière qui est le DA de Louis Vuitton, ou Hedi Slimane qui est le DA de Céline, à l'époque c'était le DA de Yves Saint Laurent. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était vraiment de travailler, être le créatif. J'ai commencé mes stages, j'ai commencé à travailler dans cette industrie et je me suis rendu compte que d'une part c'était une industrie que j'avais du mal à m'approprier. C'est très compliqué en fait la mode, il y a plein de métiers différents, il y a plein de façons de faire de la mode, il y a plein de modèles économiques à la mode et j'avais besoin dans un premier temps de m'immerger dans ce milieu-là, et je me suis dit la meilleure façon de m'immerger, de comprendre, d'apprendre et de me faire aussi un réseau, parce qu'il y avait aussi cette dimension-là, c'est d'aller rencontrer les gens. Donc au début, je sollicitais des cafés, et puis rapidement, solliciter des cafés, c'est un peu léger. Et à l'époque, j'écoutais beaucoup de podcasts, et je me suis dit, en fait, il n'y a pas de podcasts qui reprennent le parcours de gens qui se sont lancés dans la mode, ou qui travaillent dans la mode, donc je vais le créer. Et donc, c'était ça le démarrage, c'était comprendre, apprendre. Et puis, il y avait un autre truc aussi, c'est que tous les gens qui entreprenaient dans la mode, que je voyais, c'était difficile. Il n'y avait pas beaucoup de success story, tu vois. C'était à chaque fois le jeune designer qui fait sa collection, qui se fait accompagner peut-être par une fédération, etc., qui expose dans des showrooms, etc. Mais je les voyais tous comme des galériens, tu vois. C'était vraiment dur. Et je pense que tu en as croisé quelques-uns, et tu sens que c'est très difficile. Et à un moment donné, je me dis, mais c'est pas possible, il y a un truc qui cloche, quoi. Et puis moi, j'ai pas changé de vie, parce que tu vois, dans ma vie précédente, même si j'étais pas forcément épanoui, je gagnais bien ma vie, socialement c'était cool et tout.
Mais à un moment donné, je me suis dit, j'ai pas changé de vie. C'est très difficile de changer de vie. Hein. Tu as cette dimension. Tu as 27 ans, tu dis à ta famille, à tes proches, à tes copains, j'arrête tout les gars, là. Je passe de mon CDI de 4 sup, où je gagne très bien ma vie, j'ai acheté mon appart, etc., à étudiant en école de mode. Tu vois, c'est chelou, c'est difficile à gérer socialement. Et puis même intellectuellement, tu vois, il y a des phases de doute assez importantes. Et donc je me disais, ok, si moi j'ai envie de réussir dans cette industrie, mais je ne comprends pas comment le faire, parce que tous ceux qui essayent, là, qui se lancent, bah, soit ça foire au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, soit ils n'y arrivent pas. Et des exemples de belles réussites, tu n'en avais pas vraiment. Tu vois. Et à part, tu vois, Jacques Mus ou un peu plus récemment Marine Serre. C'est les deux seuls qui ont vraiment émergé, et pour qui ça se passe relativement bien, et tu sens qu'ils n'ont pas de problème d'argent, et que tu vois, ils survivent, quoi. Enfin, en tout cas, ils font mieux que survivre. Et puis qu'ils peuvent créer sereinement, en fait. Exactement. Et donc, je me suis dit, bon, il faut que je trouve un autre truc pour pouvoir questionner la mode, enfin, pour pouvoir questionner l'entrepreneuriat dans cette industrie. Il y avait un autre sujet aussi, c'est que mes expériences dans cette industrie, en tant que designer de sac à main, par exemple, je me disais, mais en fait, il y a un truc qui cloche complètement. C'est qu'il y a une surproduction qui est complètement folle. Moi, designer qui fait un métier créatif, on me pressurise à longueur de journée pour sortir des sacs, sortir des concepts et dégueuler des trucs. J'ai pas le temps d'aboutir mes produits. J'ai pas le temps d'aller jusqu'au bout de mon concept, de mon envie. Et tous les gens qui étaient dans ces studios que j'ai croisés avaient le même constat. Ils étaient tous malheureux, en fait. Et on en parlait hier avec quelqu'un que j'interviewais. Dans les grandes maisons de mode, la moyenne d'âge, c'est 25 ans. Tu vois. Et tu te dis, mais en fait, c'est un truc chelou, quoi. C'est bizarre. C'est qu'en fait, il n'y a pas de gens de plus de 30 ans, parce qu'en fait, les gens, ils sont pressurisés comme des citrons, et ils se font tous des burn-out, et ils n'ont qu'une seule envie, après, c'est qu'ils arrêtent et ils vont faire de la céramique ou de l'agriculture en biodynamie dans le Perche, quoi. Et à un moment donné, tu dis, il y a un truc qui cloche, et en fait, alors il y a eu il y a eu Asphalt notamment sur la précommande qui a émergé, que j'avais interviewé. J'ai eu la rencontre aussi avec Marie-France Cohen de Bonpoint, Merci Démodé, qui m'a fait prendre aussi conscience de la nécessité de faire les choses différemment, de mieux produire, de mettre des produits vraiment quali sur le marché, et d'arrêter de pondre des dizaines et des dizaines de trucs dont personne ne veut. Et en fait, avec Alice, on a commencé à questionner le système de mode, et on s'est dit, en fait, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans la mode? C'est que, il y a un mec qui décide de comment tout le monde va s'habiller. 2, on dégueule des collections, plein de modèles, etc. 3, aujourd'hui, on ne comprend pas le pricing dans la mode, parce que chaque saison, tu payes le prix fort, mais 2 mois après, tu es à moins 50%. 70, voilà. Après, moi, on a aussi vu beaucoup c'était à l'époque où on regardait tous les documentaires qui ont fait prendre conscience à beaucoup de gens qu'il y a un truc qui tournait pas rond, hein, comme Demain, comme The Conspiracy, The True Cost, etc. Et tout ça a fait que finalement on s'est dit, ok, si on repartait d'une feuille blanche, qu'est-ce qu'on ferait? Donc c'est là qu'est arrivé ce système de co-création. On demande à nos clients qu'est-ce qui ne va pas dans leurs vêtements et qu'est-ce qu'elles veulent exactement. Ensuite, on prend le temps de mettre au point un produit. Tu vois, chaque produit chez Réunis, en moyenne, on met 9, 10, 11, 12 mois pour le mettre au point, voire plus parfois, parce que c'est vachement d'aller-retour. Quand tu sais que dans une maison, tu dois sortir une collection tous les 3 mois, en fait, tu n'as pas le temps d'aboutir les choses. Donc on a voulu se réapproprier notre métier de designer aussi, de dire on prend le temps, on teste les choses, on le teste, on fait un test au porté, on le teste en machine à laver avant de le mettre sur le marché. Et puis ce système de surproduction, à un moment donné, on se dit, bah ok, en fait, on va produire uniquement ce que les gens achètent et veulent. Et comme ça, on sera au vrai prix. Tu vois, on n'aura pas ce problème d'invendu qu'on ne sait pas quoi en faire. Et on produit que ce qui est nécessaire, et on arrête de mettre au monde des produits dont personne n'aura besoin. Tu vois. Et c'est comme ça qu'est née un petit peu cette envie ce concept à la fois de co-création, de précommande, sans oublier nos âmes de designer, en disant ce que je disais tout à l'heure, on fait des produits qui sont des intemporels, des basiques bien sûr, mais qui ont du chien, qui ont un twist et qui donnent du plaisir aux gens. Ouais. Et tout ça, du coup, c'est né par
ce questionnement en fait. Après c'est ce que j'apprécie aussi dans le design, c'est que souvent on l'oublie aussi en art appliqué, c'est que on est là souvent il faut produire un produit, mais on se donne plus le temps de créer, de se poser la question, mais attends, mais pourquoi ce produit, voilà, pourquoi la théière, pourquoi une théière, c'est quoi déjà sa première fonction, et ensuite l'ergonomie, et quel est le mouvement qu'on a aujourd'hui, comment la gestuelle et tout ça, retrouver le temps aussi de ce rapport au corps. Là, tu parlais du porté, de voir des prototypes portés. Et tellement dans le timing, il n'y a pas le temps en fait. Il n'y a pas le temps. Ouais. Et donc là, en gros, vous êtes hors du temps, hors des calendriers, et vous avez votre propre rythme en quelque sorte. C'est vrai que tu le soulignes. En fait, ce qui est marrant dans cette marque, c'est que tu réponds à 1 milliard de problèmes en même temps et tu as plusieurs points d'entrée qui sont intéressants. Mais tu vois, c'est comme le podcast par exemple. T'as pas de code en fait dans le podcast. C'était ce qui m'a plu aussi dans ce média-là, c'est qu'à un moment donné, tu peux faire un podcast de 2 minutes, tu peux faire un podcast de 5 heures. En fait, c'est ton podcast, c'est ta temporalité à toi. T'es pas obligé de rentrer dans une case. Et ce qui est cool avec Réunis, c'est que en fait, on dépend de personne, tu vois. On a construit notre communauté. Elle nous suit, elle nous aime ou elle nous aime pas. Et en tout cas, on sort des produits quand ils sont prêts, tu vois. On va pas sortir un produit juste parce qu'on a besoin de faire rentrer du fric. À un moment donné, on prend le temps, c'est notre temporalité. Il n'y a pas cette problématique de saison, de communication, etc. Et c'est vrai que ça, c'est une liberté folle qu'on a avec ça. C'est fou. C'est une liberté, mais en même temps, vous êtes réaliste dans la responsabilité que c'est aussi. C'est vraiment beau d'entendre justement ce genre d'engagement, que tu donnes voix aussi, que tu témoignes justement d'un engagement fort et qui n'est pas sans conséquences aussi, parce que des fois on se dit côté argent, des fois c'est un peu chaud aussi, ça peut être la création c'est toujours complexe, mais c'est un investissement en fait. Merci beaucoup encore pour ce témoignage de super riche, de ce podcast, de ce parcours avec Réunis qui est dans les débuts. Ça fait que 2 ans qu'on existe. C'est ça. Donc il y a encore plein de chemin, plein de créativité et de collaboration qui vont se développer. Et dernière question que je pose tout le temps, est-ce que tu as un livre que tu pourrais recommander aux auditeurs et auditrices qui t'a marqué ou influencé? Moi j'aime beaucoup le livre de Pierre Rabhi qui s'appelle La sobriété heureuse. Je sais pas, tu as déjà dû en entendre parler, non? J'en ai entendu parler, mais j'ai jamais lu. C'est un tout petit livre qui se lit très rapidement et qui questionne notre modèle de société, en fait, qui pousse tout à l'hypercroissance, à toujours croître, toujours plus grand, etc. Et je trouve que c'est un vrai livre qui a été assez constructeur pour moi, pour Réunis, etc. Donc je vous conseille d'aller le lire, ça coûte pas très cher. C'est un mec qui est très inspirant et c'est un livre qui est très inspirant et qui se lit très facilement, très rapidement. Et qui peut s'appliquer aussi très concrètement aussi. Exactement. Merci. Je mettrai donc le lien dans la description. Belle suite à toute l'équipe Réunis au podcast, et merci de nous inspirer aussi et d'accompagner tous les entrepreneurs, tous ceux qui aussi réfléchissent à utiliser leur liberté et leur responsabilité dans le monde de la mode, et d'encourager aussi à questionner. C'est comme ça qu'on avance. Exactement. Merci à toi, merci pour ton podcast et merci d'avoir recueilli mon témoignage. Avec grand plaisir. Bonne continuation. Merci. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur Patreon. Et oui, ce podcast ne se fait pas tout seul, ni en quelques secondes. En contribuant à partir de 2 € par mois, vous faites perdurer ce podcast et gagner en qualité de production. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute, votre soutien, nos échanges sur LinkedIn, Instagram. Continuer la conversation avec vous et vous rencontrer est vraiment édifiant. Habillé, habilleur, à la semaine prochaine.